était la proie de sales pensées. On ruminait tous les deux des trucs morbides. Il y a eu un petit crachin. Pour dire quelque chose, pour rompre le silence, j'ai proposé de retourner chez Françoise boire un coup. Retrouver l'agence de location de la voiture et remonter au camion m'a pris une semaine, à passer des tas de coups de fil et à distribuer un paquet de fric. Au passage, j'avais appris que les généreux décès de cette enquête étaient les parents du Polac. Libraire, un peu aisé, ça m'a presque ému. Enquêter me faisait du bien. Ça m'avait manqué, je m'en rendais compte, je me prenais au jeu. De temps en temps, je pensais à Myriam, je rêvais qu'elle me voie, qu'elle soit fière de moi. J'avais l'impression de remonter la pente. Des fois, je voulais l'appeler, mais je ne le faisais pas. Trop de temps avait passé. Les filles me manquaient d'une manière abstraite. Je sentais leur absence, mais pas dans ma chair, j'étais trop ancien. Ça tournait pas à l'obsession, pas encore. Ça viendrait, mais je le savais pas. Je le voyais pas arriver. Je m'étais fourré dans cette enquête, je téléphonais. Je posais des questions qu'il fallait justifier par des motifs à la con. Je payais les coups à boire. J'avalais les kilomètres, je prenais des notes le soir en sirotant des petits rhums dans des chambres à 30 € que je partageais avec des araignées ou des fourmis. Il y avait beaucoup de temps mort. Et c'est dans ces temps morts que je pensais à Myriam. Le verre était dans le fruit. Même si j'avais su comment ça tournerait, je ne crois pas que j'aurais dévié. J'étais lancé, c'était trop tard. J'ai toujours été comme ça. Je me suis trouvé devant le foutu camion à 20h30 le 25 février. Il était garé sur le parking du Price de Landor, un tête pas mal de Toulouse. On ne voyait que lui, éclairé par des lampadaires orange envahis de bouchons. À part lui, sur le parking, il restait 4 ou 5 bagnoles. C'était un Mercedes Attego, sans aucune marque distinctive. Le supermarché était fermé, il n'y avait pas un chat. J'aurais pu le piquer, personne ne s'en serait rendu compte. Je me sentais fier de moi et excité, l'instinct du chasseur, le plaisir de la traque, enfin toutes ces conneries. Je me suis approché, j'ai rôdé un peu autour. J'entendais mon moteur quelque temps refroidissant, les phares fumaient dans l'air glacé et attiraient les papillons de nuit. J'ai jeté un œil dans la cabine, personne dedans. Le chauffeur pouvait se trouver n'importe où, revenir n'importe quand. Je voulais fouiller, mais vu la gueule de l'habitacle, propre, anonyme, pas un paquet de chips éventrés, pas un papier froissé, ça n'aurait servi à rien. Alors je suis retourné à ma voiture et j'ai tout coupé. Je me suis assoupi un peu. Sans le moteur pour me réchauffer, ça caillait dur. Heureusement, j'avais une whisky pour me faire compagnie. Je comptais les mouches, et l'autre bestiole écrabouillit sur mon pare-brise. La nuit s'est épaissie et le vent s'est levé. De temps en temps, des rafales secouaient ma caisse, ça faisait drôle. On se serait cru sur un bateau. Elle secouait aussi l'autre bagnole, et le camion pareil. Ça faisait un bruit à la fois flippant et agréable. C'était un peu comme quand on rêve, et que ça hésite à vivre au cauchemar. C'était un entre-deux, j'aimais bien. Je me plongeais dans cette ambiance, en songeant à Myriam et des trucs à la con, qu'on était peu de choses, enfin toutes les merdes qui passent par la tête pendant une nuit blanche. Le vent partait pas pour se calmer. Par moments, il faisait un boucan pas possible, mais j'étais si fort contre les parois en tôle du supermarché que j'arrivais même plus à penser. Je m'envoyais des lampées de whisky, j'y allais pas trop fort, je buvais juste ce qu'il fallait pour tenir à l'écart le froid et les idées noires. Je ne voulais pas être chlasse, au moins il faudrait conduire. Vers minuit, un taxi a déposé le chauffeur près du parking. C'était un type normal. Il a fumé une clope en faisant les 100 pas, a claqué un moustique, a grimpé dans son camion et c'était parti. À partir de là, ce que je vais relater est difficile à croire, mais les preuves existent. Il y a des centaines de photos stockées dans un disque dur. Tous les faits que j'énumère sont vérifiables. J'ai éprouvé de la terreur, du dégoût, un sentiment d'absurdité. N'importe qui aurait éprouvé la même chose. J'ai été le témoin de cet intense verdier, de ce cauchemar. Je vais en faire le récit le plus direct et le plus neutre possible, en espérant que ça serve à quelque chose. Moi, je suis déjà mort. Nous avons roulé 1 heure en direction de Pau. Il n'y avait pas de circulation. Phare éteint, je maintenais une distance importante entre le camion et moi. Impossible qu'il me repère, j'étais tranquille. J'avais éteint la radio pour rester concentré. La bouteille de whisky occupait le siège passager, je n'avais qu'à tendre le bras pour la choper et m'envoyer des petites lampées de temps en temps. J'étais le roi. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi vivant. J'ignorais que cette état euphorique ne durerait pas. Un peu avant Tarbes, le Mercedes a quitté la D632 pour s'engager sur un chemin vicinal. Je l'ai suivi et augmenté encore la distance. Cette nuit noire me rendait invisible, mais il pouvait toujours entendre mon moteur. Je gardais les yeux fixés sur ses phares arrière. Sitôt qu'il s'est arrêté, j'ai quitté le chemin pour me garer de façon à ce qu'on puisse pas me repérer. Je me suis approché à pied. J'avais acheté un appareil photo numérique, je m'en suis servi pour observer. Amplificateur de lumière, zoom, c'était parfait. J'étais planqué près d'une fourmilière.
Le chauffeur discutait avec 3 types en combinaison moulante noire et armés de couteaux. La combinaison leur faisait comme une seconde peau. Pendant un moment, j'ai vu qu'ils avaient aussi des cagoules, mais ce n'était pas le cas. Et ça n'était pas non plus l'obscurité qui dissimulait leur visage, puisque les phares du camion éclairaient le groupe. La vérité est qu'ils n'avaient pas de visage. À la place du nez, des yeux et de tout le reste, il n'y avait que du noir. Ça avait l'air d'être vide, comme s'il n'y avait rien d'autre à toucher qu'un trou noir, comme si leur visage était un gouffre sans fond, une fissure dans la trame de la réalité. C'était ce genre de choses que ça m'évoquait de rêver les yeux trop longtemps sur ce vide, l'impression d'être aspiré par une espèce de dépressurisation qui pouvait m'arracher de là où je me trouvais et me balancer hors du monde, dans un espace infini et glacé où rien n'existait et rien ne vivait. J'ai secoué la tête pour interrompre mon délire. J'ai commencé à claquer les dents, saisi par une espèce d'état de choc. Et puis j'ai vu les 3 cadavres à leurs pieds, 2 hommes et une femme. La femme habillée comme une pute, les 2 hommes comme des cadres de seconde zone. Ils avaient le cou tranché, et malgré le froid, déjà des mouches sur la blessure. Les phares faisaient briller le sang sur les corps et sur les lames. J'étais terrorisé. Le merdier ne faisait que commencer. Le chauffeur a contourné son camion et ouvert le haillon. Les 3 types ont grimpé et ont déchargé 3 mannequins articulés en métal brillant. Comme des mannequins de magasin de fringues, mais en métal. Je pigeais rien à ce qui se passait. Mon cœur pompait comme un perdu. Je mitraillais tout. J'essayais de ne pas regarder l'endroit où ils auraient dû avoir un visage. J'essayais de ne pas disjoncter. Je voulais foutre le camp en courant. Le chauffeur en grillait une, pas impressionné. Moi j'avais besoin d'un remontant, mais la bouteille était restée dans la voiture. Je n'osais pas bouger. Je savais qu'au moindre geste, la panique s'emparerait de moi et tout se baisait. Entre les types sans visage et les mannequins en ferraille, j'étais déjà moitié dingue de peur. Un des types en noir a utilisé son couteau pour prélever un peu de sang sur un des cadavres et a essuyé sa lame sur un mannequin. Le mannequin s'est transformé. Il a pris l'apparence du cadavre et s'est levé. J'ai failli crier. La seule chose qui m'en a empêché, c'est que j'ai vomi juste avant. Le mannequin était le double parfait du mort, sauf qu'il avait l'air vivant. Je n'ai même pas pensé à m'essuyer, j'en avais partout. J'appuyais sur le déclencheur comme un taré. Ça m'empêchait de perdre les pédales. Je me suis mis à trembler. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais de voir. J'avais la bouche sèche, envie de m'enfuir le plus loin possible. J'ai fait un énorme effort pour me calmer. Une araignée m'a dégringolé sur le crâne, j'ai failli m'évanouir. Ils ont fait pareil, avec les 2 autres cadavres. Puis le chauffeur a écrasé sa clope et a embarqué les corps et les a mis dans le camion. Il les transportait sans effort, comme s'il ne pesait rien. Je prenais des inspirations profondes pour éviter la panique. Ensuite, le chauffeur est monté dans sa cabine, et les 3 types sans visage sont restés là, avec les mannequins transformés en humains. Je ne voulais pas rester avec ces monstres, alors je suis retourné à la voiture. J'ai bu plus qu'un quart de la bouteille, et j'ai repris ma filature. Je me suis essuyé avec ma manche. Je puais. Je ne sais pas comment ni pourquoi une phalène s'est retrouvée coincée contre l'habitacle, à buter contre la vitre pour s'échapper. Je l'ai écrasé pour me détendre les nerfs, sans me faire perdre les pédales. Je l'ai réduite en bouillie à coups de poing. J'ai dû cogner une 50aine de fois en serrant les dents et les faire éclater, jusqu'à avoir mal dans tout le bras. Encore une chance que j'ai pas traversé la vitre. Ensuite, je me suis calmé. J'allais légèrement mieux. Nous avons avalé les kilomètres. J'ai ouvert la vitre. La route et l'air glacé me fait un peu de bien. J'ai allumé la radio. J'ai cherché une station qui me tire hors de ce cauchemar. Je suis tombé sur Chéri FM, les balavoines qui chantaient les Isoles. J'ai mis le son à fond, je chantais à tue-tête. J'ai hurlé. J'ai failli me foutre dans le décor volontairement. La seule chose qui me retenait, c'est que je voulais pas que le chauffeur me repère. Je voulais pas foirer la filature. Ça a duré une 20aine d'heures, et j'ai compté 17 arrêts. À chaque fois, il s'est passé la même chose. J'ai pas tardé à piger que le camion était rempli de mannequins, et qu'à la fin, il serait rempli de corps. Au bout de 20 heures, les 50 mannequins vivants ont pris la place de 50 humains morts. C'est un premier extrait. Je me suis senti triste pour Ozark, pour ce pauvre con. Triste pour moi aussi. Si je me pendais dans ma chambre, si je me tirais une balle dans la tête, qui s'en soucierait? Qui appliquerait mes dernières volontés? Je ne connaissais plus personne. Je n'avais pas de dernière volonté de toute façon. J'ai bu, allongé sur mon lit. Je regardais le plafond. J'essayais de chasser les idées noires et de repousser toutes les horreurs que j'avais vues cette dernière semaine. Ce cauchemar paranoïaque que le monde se révélait être. Je m'enfonçais dans le matelas. Le sommier grinçait dès que je bougeais. J'ai regardé le reste de la chambre, la décoration, la couleur des murs. Ça ne ressemblait pas à la France. Je descendais les canettes une par une, tranquillement. Je transpirais à grosses gouttes, comme si l'alcool ne faisait que passer.
sueur attirait les moucherons. Ils venaient me butiner. J'avais la flemme de les chasser. J'avais juste un slip. J'ai pensé à Myriam, j'ai eu la trique et me suis masturbé. Ça m'arrivait souvent ces derniers temps. J'ai terminé le premier pack et me suis endormi. C'est le bruit qui m'a réveillé. J'avais toujours aussi chaud et mal au crâne en prime. J'ai ouvert la fenêtre et regardé le spectacle. J'étais pas le seul. Il y avait aussi d'autres clients de l'hôtel et des habitants de l'immeuble en face. En bas, une demi-douzaine de jeunes se fritaient au couteau et s'insultaient en arabe. Quand ils ont entendu les sirènes des flics, les jeunes ont foutu le camp. Tout le monde a fermé les fenêtres. J'ai fait pareil. Je suis retourné au lit. Des questions sans réponse ne me quittaient pas. J'ai entendu un moustique. J'ai pensé à Myriam. Pour finir, je ne me suis pas tué. J'ai embarqué le 1er août à bord du Pharaon Noir. Quoi faire d'autre? J'avais décidé de vivre le cauchemar jusqu'au bout. Je n'avais plus peur. C'était de toute façon comme si j'étais déjà mort. J'avais réussi à emporter avec moi 2 sacs, un contenant 20 kg de boîtes de conserve, l'autre 30 litres d'eau. De quoi tenir 3 semaines. Les dockers qui m'avaient aidé à embarquer à bord du Pharaon Noir m'avaient coûté mes derniers sous. Me tuyauter, charger mon matériel avant que je prenne place à bord, fermer leur gueule. En me serrant la ceinture, les sacs pourraient durer 1 mois, mais à cause de la chaleur, rationner l'eau serait difficile. J'ignorais évidemment toute ma destination. 1 mois était une durée probable, une estimation à la louche. Si c'était 2 fois plus long, je serais dans la merde. J'étais dans un réduit de 6 mètres carrés, 2 parois, occupées par des placards fermés à clé, une par la porte. La dernière était nue et il en émanait une chaleur intenable. Il y avait des petites araignées rouges et translucides un peu partout. Je ne comprenais pas d'où elles venaient ni de quoi elles se nourrissaient, mais pas une seule ne s'approchait de cette paroi. Pas de fenêtre, ni d'éclairage électrique. C'était un local technique qui ne servait l'équipage qu'en cas de grave pépin mécanique. C'est en tout cas ce qu'affirmaient les dockers. À cause de cette foutue paroi brûlante, Dieu sait ce qui se trouvait derrière, la température atteignait jour et nuit les 45 degrés. J'ai passé les premières nuits à étouffer dans le noir, à crever de terreur, et à lutter contre l'envie de me tuer, qui me rongeait comme une fièvre. Et puis je me suis habitué. Au début, je pensais qu'un peu de lumière filtrerait sous la porte, mais quelle lumière? Il n'y avait aucune source, nulle part. L'éclairage du navire était réduit au minimum, la lune insuffisante. Il n'y avait rien que le noir et la chaleur. Le noir et la chaleur qui m'étouffaient, et si ça ne suffisait pas, la conscience que j'étais entouré d'1 million de cadavres dévorés par les vers, punissants. Je me souviens des premières heures passées dans mon KGB, à écouter circuler les marins et les dockers, l'excitation communicative qu'ils éprouvaient tous à l'approche de l'embarquement, et j'éprouvais aussi malgré moi. En sueur, la respiration courte, je les écoutais s'interpeller en arabe et passer d'un pas lourd devant ma porte, porter des choses, en poser. Je n'avais pas peur, on aurait pu me trouver, me tuer, me jeter à la mer, je n'avais pas peur. Je ne sais pas pourquoi j'avais repris courage alors que le matin j'étais terrifié. Mais en fait, ça n'était pas une question de courage, c'était autre chose. C'était comme si j'étais passé de l'autre côté. Quand la nuit est tombée, le noir total a remplacé la profonde pénombre où je me trouvais. Et j'ai découvert ce que serait mon rythme pour les semaines à venir. L'obscurité, alternant avec le noir. Les piqûres d'araignées. Cette boîte en métal pire qu'une prison dans un cercueil. Au moment où l'allumage des moteurs a fait vibrer tout le bateau et augmenté encore la température de cette saloperie de paroi, je ne pouvais même pas y poser la main. Je n'en avais pas large. J'avais déjà connu des situations dangereuses et failli mourir. J'avais été en prison. On peut dire que j'avais connu en manière de merdier un peu tout. Mais aucun de ces merdiers m'avait préparé à celui-ci, à cette boîte obscure, aussi brûlante qu'un four, entourée d'1 million de cadavres enfermés dans leur propre boîte, à peine plus petite que la mienne. Le bateau s'est ébranlé, a quitté le port. J'ai eu une nausée. Elle a passé. Je ne voyais rien, de vagues contours. Mes yeux absorbaient chaque parcelle de lumière pour identifier des formes dans le noir épais qui m'entourait. J'entendais bondir les moteurs. J'en percevais la puissance. Je sentais le bateau bouger et sa masse se mouvoir avec une lenteur inexorable. Je pensais à la mort. Aux morts qui faisaient le voyage avec moi. À moi bientôt mort. J'éprouvais quelque chose qui n'était pas de la peur. Ça venait de plus loin, plus profond. D'un endroit que je ne connaissais pas, mais que j'aurais tout le temps d'explorer. La première nuit, je n'ai pas dormi. La seule chose à quoi je pensais était que je venais d'embarquer clandestinement pour une destination inconnue, avec pour compagnie 1 million de cadavres et un équipage sans doute pas humain. Et puis, la première nuit a passé. Je n'ai ni bu ni mangé.
Les dockers avaient raison, personne n'est entré, personne ne m'a surpris lorsque j'étais obligé de faire un aller-retour sur le pont. Je n'ai été ni abattu, ni balancé à la flotte. Après la fébrilité du départ, tout était calme. Je n'entendais plus que le moteur, quelquefois la mer. Mais la plupart du temps, les bruits mécaniques m'empêchaient de l'entendre. Ce n'est que lorsqu'il y avait des accalmies dans le grondement des machines que le bruit profond de l'océan prenait le dessus. Quelquefois, j'entendais une mouette. Quelquefois, un cafard se glissait sous la porte. Je l'écrasais sans plaisir. Quelquefois, je trouvais des vers dans les boîtes de conserve. Je suis resté terré comme un rat tout le temps qu'a duré le voyage. Il a duré 15 jours. Dès le premier matin, j'ai mis en place la routine qui serait la mienne durant tout le voyage. J'ai mangé, j'ai bu de l'eau, je me suis efforcé d'être silencieux et de ne pas penser aux millions de morts qui alourdissaient le navire, à leur poids, à la solution simple que constituait mon arme. Pour m'occuper l'esprit, je pensais à Myriam, à ce que je lui ai dire. J'imaginais toute la scène de nos retrouvailles, la dispute, mes suppliques, ses réponses. Allions-nous nous battre? Me tomberait-elle dans les bras? La violerais-je pour qu'elle se rende enfin à l'évidence? Et mes filles? J'échafaudais toutes sortes de visions, toutes sortes d'histoires. Je ne faisais que ça, et me masturbais tout le temps, 6-7 fois par jour. Je vivais dans ma tête, dans une succession de retrouvailles avec Myriam, dans des dizaines de variantes de la même situation. Et ça finissait toujours par mes doigts qui empoignaient ma queue. Très vite, l'odeur de sperme a rempli le local. Une autre difficulté est vite apparue. Les boîtes de conserve vides et les reliquats de nourriture, dans une chaleur pareille, ne mettraient pas une demi-journée à pourrir. Je n'avais pas du tout pensé. Pourtant, j'avais fait des nuits entières de plantes dans un endroit improbable. J'avais été en prison, je n'ignorais pas ce problématique cruciale. Celui de la merde s'est posé le lendemain du départ. J'avais tenu jusqu'à la nuit. Mon ventre me faisait mal. Je me suis accroupi au-dessus d'une boîte de conserve et me suis vidé les intestins. Je faisais attention à ne pas en mettre à côté. J'espérais que ça ne me déborderait pas. Je n'y pouvais pas grand-chose. L'attente et le stress avaient transformé ma merde en semi-diarrhée. L'odeur était acide et envahissante. J'ai réussi à ne pas en mettre à côté. Je me suis essuyé avec des mouchoirs que j'ai roulés en boule et enfoncés dans la boîte presque pleine de merde. Impossible de garder ça. L'odeur remplissait déjà toute la pièce. Il ne faudrait pas longtemps avant que quelqu'un l'aperçoive de l'extérieur. Je n'étais pas loin du bastingage. J'ai ouvert la porte un millimètre après l'autre, prêt à la refermer à la moindre alerte, ma boîte remplie de chiasse à la main, le cœur martelant ma poitrine. L'air du large et la lumière de la lune m'ont fait du bien, m'ont donné un peu de courage. Je suis sorti pieds nus. Il faisait froid. J'ai balancé la boîte par-dessus bord sans me faire voir. J'ai perdu quelques secondes à considérer l'eau noire, l'océan de toutes parts, la lune, le ciel, l'immensité du bateau. J'ai éprouvé une violente sensation d'isolement qui m'a coupé les jambes et donné le frisson. De retour à la cabine, j'ai pleuré. J'ai pensé à Myriam, je me suis masturbé encore. L'odeur de ma merde a persisté et puis s'est effacée. Ou alors je m'y suis habitué. Comme je l'ai habitué, à l'odeur aigre de ma sueur, de mon corps pas lavé et à celle de mon sperme. Plus tard, j'ai eu envie de pisser. Pour la pisse, j'ai utilisé des bouteilles vides dont je découpais le goulot. J'ai vite pris l'habitude de chier et pisser la nuit, de me reposer pendant la journée pour fuir la chaleur. Je dormais avec une flingue. Je ne voulais pas être pris vivant. Je ne voulais pas finir remplacé par un robot. Je me disais qu'en me tirant une balle dans la bouche, en détruisant mon cerveau, il ne pourrait rien faire de moi. Au bout de 15 jours, nous sommes arrivés. Je ne sais pas pourquoi je poursuivais cette enquête. Je ne comprenais pas ce qui me poussait à vouloir élucider ce merdier et ce cauchemar. Ça m'échappait. C'était plus fort que moi, comme si je n'avais pas le choix. C'était comme une quête. Et une partie de moi avait admis qu'au bout de cette quête, au-delà de la vérité, se tiendrait Myriam. Je me prenais pour lui, c'est Pénélope. C'était idiot, et maintenant je le sais. Mais tandis que je me trouvais dans ce cagibi surchauffé, ça me semblait évident. Et cette évidence a persisté quand, après avoir débarqué, j'ai poursuivi mon enquête dans ce monde de cauchemars. Maintenant, je vois bien à quel point tout ceci était morbide, déplacé et absurde. Et je comprends déjà que j'aurais dû me supprimer depuis longtemps. Le pharaon noir a franchi le canal de Suez, traversé la mer Rouge, l'océan Indien, contourné le Sri Lanka, poursuivi dans la baie du Bengale, la mer d'Andaman, emprunté entre Sumatra et la presqu'île de Malaisie, le détroit de Malacca et de Singapour, continuant en mer de Chine, terminé dans le port de Hong Kong Island. 15 jours s'étaient écoulés. J'ai attendu que l'activité à bord du navire se calme. Je tournais en rond. La fébrilité ambiante me prenait, je n'avais qu'une envie de sortir. Je ne sortais pas. Dans ma cabine toujours aussi noire et toujours aussi chaude, je ne sentais plus les mouvements de l'océan et les vibrations des moteurs. J'étais un chat coincé dans sa boîte alors que la voiture est enfin arrivée. Je m'approchais de la porte et posais les mains sur la poignée. Attendais, guettais, repartais à tourner en rond et puis au bout de quelques heures,
Débarquer un million de cadavres, enfin dans 10 000 conteneurs, ça prenait du temps. Sur le pont, ça s'est calmé et je suis sorti. Le port était mort de monde et personne n'a fait gaffe à moi. Les conteneurs faisaient de l'ombre, comme des immeubles montés en plein milieu des quais. Il y avait des grues, des élévateurs dans un transport, des hangars qui avaient pu accueillir une Coupe du Monde de foot. La foule bouillante de dockers torse nu, des contremaîtres en costard, des autres types qui traînaient là, tous de 10 000 nationalités m'a flanqué le vertige. J'ai tout vu d'un coup. L'acuité m'a serré la gorge. J'ai lutté contre la panique. La lumière m'a écrasé les yeux. J'ai eu des vertiges à cause du vacarme, une crise d'angoisse. Je me suis adossé à une pile de conteneurs qui faisait 20 fois ma hauteur. J'ai été mieux pendant un instant, et je me suis rappelé ce que contenaient ces foutues boîtes.